François-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Écrivain, journaliste, vous êtes l'homme qu'il faut pour commenter l'actualité. Sarkozy, Juppé, Le Pen et tous les autres, Hollande, vous les avez tellement pratiqués, observés, aimés, on peut dire ça? Pas tous. Hein? Parfois. Oui. Mais enfin, j'essaie toujours de garder une certaine distance, même si, contrairement à beaucoup de mes confrères, moi je joue la connivence et la familiarité, parce que c'est important de bien connaître ceux dont on parle. Beaucoup vous détestent, hein. Beaucoup disent, voilà, Gisbert c'est le prototype du salaud parce que il aime d'abord et ensuite il trahit. Vous entendez ça? Ça, c'est très con, c'est les journalistes. Ouais. Vous savez, c'est une profession. Méfiez-vous Il y a beaucoup d'aigreurs. Méfiez-vous, hein. Mais c'est une profession, comme ça, ils sont tous. Voilà, qu'est-ce que c'est du vinaigre qui coule? C'est pas grave, franchement, j'écoute pas, moi, je passe. Alors, votre force, c'est d'abord votre plume. C'est une tellement belle plume que vous faites des portraits. Alors, on a cité La Bruyère, Merci, merci. Non, merci. mais c'est vrai, c'est ça qui fait que Non, c'est... ma force, c'est de m'en foutre aussi des réactions des uns ou des autres. Parlons Ouais. d'abord de la plume. Hein. Cette férocité, mais avec le talent. Écrivain très précoce. Vous avez commencé quand? J'ai commencé à 9 ans. À 9 ans, j'ai lu 93 de Victor Hugo. J'ai décidé que je serais Victor Hugo, je me souviens. J'ai mis des posters de Victor Hugo, enfin des affiches sur sur les murs de ma petite chambre, comme ça. J'étais fasciné, j'écrivais. Et je faisais des petits livres de Victor Hugo. Après, j'ai fait des petits livres de Balzac. J'ai lu Balzac et ça a continué comme ça, et ainsi de suite. Et vous dites sans foutre. Hein. Le culot, ça vient d'où, ça? Ça, je pense que y a quelque chose chez moi, même si ça n'apparaît pas. Mais après, vous savez, on est une construction. On est une construction médiatique. Moi, je suis un plouc de province et je dis partout dandy médiatique. Un type qui est né aux États-Unis, qui s'habille toujours à l'américaine. De temps en temps, il met un costard quand il vient à RTS. Mais la plupart du temps, je suis quand même habillé un peu n'importe comment. Et j'ai été élevé à la campagne. Donc, j'ai vraiment toutes les caractères américano-normands. Vous voyez, le type vraiment, solide sur ses deux pattes. Il y a un livre... on écrit sans arrêt dandy parisien, par exemple. Il n'y a pas plus éloigné de moi que ça. Mais je m'en fous. Ça fait partie de l'image. Et moi, si vous voulez, j'ai une caractéristique peut-être, mais vous allez me croire ou pas, mais je ne m'aime pas beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Vous avez écrit chez vous, c'est l'enfance, sur c'est tout ça. vous-même, il y a des pages d'une cruauté terrible, hein, quand vous décrivez votre œil plus petit que l'autre. Vous n'avez pas remarqué, là? Voilà, vous décrivez votre sueur. Vous êtes très dur avec vous-même. Je suis dur avec moi-même, peut-être parce que ça me fait rire, moi. J'aime bien et ça choque. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un très grand amour. Je me souviens, mon éditeur était hystérique. Il me disait, mais tu peux pas écrire ça Vous parliez sur du toi, cancer c'est de la pas prostate. possible. Le Oui, bien cancer sûr, de la prostate. que j'ai eu d'ailleurs. Ouais. Et mes propres enfants, quand je leur ai demandé, après coup, de manière un petit peu peut-être drôle ou perverse, si vous préférez. Alors, tu l'as lu, voilà, il rougissait, ils n'osaient pas. Bon, voilà, mais pourquoi se faire des cadeaux? Moi, je ne fais de cadeaux à personne. Alors, je ne vais pas m'en faire à moi. La crudité, c'est vous. Hein. J'ai souvenir de pages de vous sur Mitterrand. Alors, on reparlera tout à l'heure de Mitterrand, admiration, échange littéraire, etc. Mais aussi le petit détail physique. Vous décrivez Mitterrand qui puait. Et vous dites, ça révélait sa vie difficile, courant les arrière-salles de bistrot, etc., la campagne. Parce que c'est des vies de moines soldats. C'est-à-dire, c'est incroyable. À 4 heures du matin, ils sont encore là dans des arrière-salles de restaurants, en train d'écouter des conneries de militants, en disant, oui, c'est intéressant, ah oui, bien sûr, etc. C'est ça, souvent, la vie de politique. Il y a une sorte d'ascèse. Moi, j'admire assez ça. D'ailleurs, vous savez, vous avez raison, je suis dur, je suis féroce, et en même temps, je rattrape souvent le coup. Parce que dans la politique, même des gens qui font des saloperies, parfois ils sont admirables dans leur vie privée. Exemple, Mitterrand, qui était une sorte de Machiavel de poche dans la politique de tous les jours. Dans la vie privée, il y avait quelque chose de très estimable. Vous voyez, on ne pouvait pas s'empêcher de l'admirer. Sur Sarkozy aussi, vous racontez ce genre de paradoxe. Vous dites, il est odieux, he's no good, etc., violent, insultant. Et en même temps, vous décrivez de très belles scènes avant le grand débat, je crois, de 2007. Il se fâche au téléphone avec Cécilia Sarkozy, scène terrible. Et juste après, il est impeccable pour le débat. Et ça vous l'admirez. Ouais. Je ne dirais pas que j'admire Nicolas Sarkozy. Non, c'est vrai de Mitterrand, c'est vrai de Chirac aussi, avec même de l'affection. Giscard aussi. Sarkozy, c'est un petit peu différent parce que c'est, comment dire, on a l'impression que c'est un peu un hasard de l'histoire, vous voyez. Et puis bon, il a réussi à s'incruster. Peut-être que ça va marcher, je ne sais pas trop. Mais bon, voilà, il essaye, mais il y a quelque chose d'un peu pathétique, vous voyez. Il fait de la peine, il fait pitié un peu. Il n'est pas si intelligent, dites-vous, parce qu'il n'y a pas assez d'ironie, il n'y a pas assez d'autodérision. Attendez, l'intelligence, alors,
Après ce que je viens de vous dire, vous allez me dire, il est en train de dire qu'il est très intelligent. Ah, donner les brevets. Mais non, l'intelligence, c'est surtout prendre un peu de recul par rapport à soi-même. La vanité, pour moi, c'est souvent synonyme de bêtise. Les gens qui se trouvent géniaux, ce sont la plupart du temps des cons. Voilà. Et c'est vrai que la catégorie des politiciens qui se trouvent géniaux, il faut faire très attention. Trump, en ce sens-là, Sarkozy. Dans ce sens-là, il n'est pas au niveau, par exemple, de Juppé ou de Fillon. Faut se dire Ou de Mitterrand. Ou de Mitterrand, bien sûr. Alors Mitterrand, c'était... il se voyait de très très haut, du haut d'un gratte-ciel. Vous savez, donnez ça comme un conseil, c'est Baudelaire, la double conscience, se voir toujours de l'extérieur. La phrase de Baudelaire, c'est vous regardez depuis la fenêtre en train de sortir de chez vous et de marcher dans la rue. Mais c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Mais c'est une règle, parce que, de toute façon... Surtout, ne soyez pas vaniteux. Alors moi, j'ai la complaisance avec l'âge, je comprends bien. Tous ces gens qui ont des décorations partout. Vous avez tout refusé, moi, j'ai toujours refusé, vous n'avez rien là. Jamais. Souvent, les Français sont bardés, sont tellement fiers. Non, c'est ridicule. Attendez, je suis président de tas de trucs et tout. Mais c'est ridicule, les décorations de ce type. Vous êtes membre d'un club de truffes. Je l'étais, j'ai même pas renouvelé. Ils ont dû me virer encore que j'en sois de temps en temps les papiers. Oui. L'association des trufficulteurs de Haute-Provence. Voilà. La truffe, ça en dit beaucoup sur vous. Parce que alors, vous faites un dîner de truffes, dîner chic. Et vous invitez Sarkozy. Oui. Voilà. Oui. Et là, il se livre, évidemment. C'est le moment où ça partait un petit peu avec Cécilia. Ouais. J'ai toujours eu un faible pour Cécilia. J'ai toujours trouvé qui est une femme absolument admirable. Ouais. Et donc, je prépare un déjeuner. Alors, évidemment, le meilleur vin du Château Latour, s'il vous plaît. Château Latour, le meilleur vin. Une truffe très grosse. Je sais qu'il ne boit pas, mais je dis peut-être qu'il va avoir envie quand le Château Latour, c'est quand même bon. Après, une truffe, je me ruine littéralement pour ce déjeuner. Je ne fais pas de notes de frais. Vous voyez, je me ruine avec une truffe comme ça. Et je me souviens, la truffe dans l'assiette, il avait tout mangé, mais la truffe, il l'avait laissée sur le côté. Ça, et j'avais vu Cécilia était très gênée. Bon, moi, j'étais là comme ça. Tout cet argent à la poubelle. Ça, c'est le côté Gisbert séducteur. Ensuite, vous attaquez. Oui, mais ne faites pas comme vos confrères, vous valez mieux que ça. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'histoire de il lèche et puis après il lâche, c'est complètement con. C'est une forme de liberté. Mais non, mais c'est pas ça. Je suis libre au début, je suis libre à la fin. Et effectivement, quand le type a été au pouvoir, après, je raconte l'histoire. Et souvent, elle n'est pas triste. Mais je ne pouvais pas raconter la même histoire avant qu'ils prennent le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a toujours une déception ces derniers temps. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, les derniers présidents en France, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc, c'est normal qu'il y ait un journaliste un peu excité, un peu énervé, qui leur dise non, mais attendez. Non, en plus, ce sont des gens bien la plupart du temps. Pas tous, mais souvent bien. Et pourquoi c'est cette foirade monumentale? Il faut essayer de comprendre. Il y a un très beau livre de Zweig qui est sur Fouché, le ministre qui avait servi plusieurs régimes. Comparaison n'est pas raison, mais enfin, merci quand même. Et Zweig dit, voilà, Fouché, il a beaucoup trahi, mais c'était sa liberté à lui. Une forme de liberté noble de dire, on n'a pas de maître. Vous n'avez jamais eu de maître? Non, j'ai eu des maîtres. J'ai eu des maîtres parce que j'avais des problèmes énormes avec mon père que j'ai écrit dans l'Américain. C'est-à-dire, mon père a fait le débarquement, 6 juin 1944, c'était un GI américain. Il est sorti de la sourd, il avait la culpabilité du survivant, tout le monde était mort dans sa section. Il en voulait la terre entière. Donc, mon père, quand j'étais gosse, vraiment, je me suis interposé, d'autant plus qu'il battait ma mère. Il était extrêmement violent. Bon. Après, je me suis rendu compte que j'avais été un salaud parce que je n'avais jamais pardonné, retourné. Donc. Après, mon père, il est mort très jeune. Et donc, j'étais paniqué, malheureux comme les pierres, parce qu'on ne s'était jamais parlé. Et je m'en voulais. C'était moi le salaud dans cette histoire. Parce que je n'avais pas pardonné. Ma mère me suppliait de lui pardonner parce que mon père avait changé. Moi, je refusais de voir ça. Donc, si vous voulez, à partir de là, j'ai cherché des pères de substitution. Alors, on peut dire François Mitterrand, Jean Daniel. Avec Mitterrand, il y a un lien très très fort. Parler de littérature, bien sûr. Parler de femmes, parler des paysages. Mitterrand parlait pratiquement jamais politique. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est lui, je crois. Toujours, je m'asseyais devant son bureau, il disait, alors, avec qui vous êtes en ce moment? C'était ça, toujours. Donc, c'était femme un peu. Puis après, qu'est-ce que vous avez lu en ce moment? Ah oui, tiens, très bien. Puis il était assez partageux, généreux. Donc, il vous offrait un livre de poche. Il lisait qu'en poche. Donc, c'était pas parce qu'il était radin. Il vous offrait des livres de poche, souvent qu'il avait lus. Donc, il y avait comme ça cet échange personnel. Et c'était effectivement quelqu'un. Après, je l'ai tué, bien entendu, parce que mes pères, je les tuais après les uns, après les autres. J'ai tué Jean Daniel. Enfin, j'ai quitté le journal, j'ai quitté le Nouvel Observateur pour aller au Figaro, et ça, c'était par rapport à Jean Daniel. François Mitterrand, j'ai écrit des livres sur lui, mais c'était une horreur. Et vous êtes réconciliés parfois, hein? Parfois, oui, bien sûr. Et je crois que c'est important de se réconcilier parce que j'ai tiré le leçon de la mort de mon père. Il faut communiquer, il faut se parler, il faut pardonner. Parce que vous savez, on pardonne à tout le monde sauf à ses parents.
Il n'y a aucune raison. Donc, un mot sur vos parents, Franz-Olivier Gisbert, d'où on vient, vous en avez parlé déjà un peu. Normandie, une ferme, un monde d'abord très intellectuel. Vous avez parlé de la brutalité, mais l'autre face, c'est des parents très intellos. Ce père, mélomane, polyglotte, héros de la guerre. Hein. Oui, toutes les scènes du débarquement. Lisant tout. Ouais. Aujourd'hui, je suis fasciné encore des écrivains qu'il lisait, qu'il adorait. Michel Tournier, qui est mort il y a peu de temps. Enfin, vous regardez sa bibliothèque, c'est juste dingue. Il était passionné de littérature. Ma mère, c'était la philo. Mon père, c'était Hegel. Moi, j'ai jamais été passionné, il faut bien dire. Et puis ma mère, c'était Kant, j'ai jamais été passionné non plus. Moi, c'était Spinoza, vous voyez. Donc, mais ça faisait les petits déjeuners marrants. Passionné, mais alors, avec le café, vous avez avec discutait. votre mère des discussions philosophiques. Ma mère est prof de philo. Vous avez écrit un livre là-dessus, Dieu, ma mère et moi. Ouais. Voilà. Sur Dieu, ma mère et moi, c'était la réponse à l'américain, bien entendu, parce que je devais m'écrire un livre à ma mère, dont je suis vraiment le fils. Alors, à ces parents-là, vous devez vraiment beaucoup. La tête tout. bien faite, c'est... Je dois tout. Ah, je dois tout. J'y pense souvent. Vous savez, quand on a perdu ses parents, ce qui m'est arrivé déjà depuis longtemps, et ça fait quand même maintenant, enfin, je ne veux pas penser aux années, c'est si longtemps, c'est en décennies, au pluriel, ça se chiffre, je pense à eux tous les jours. Et je vais vous dire, plusieurs fois par jour. Alors, je reconnais que je pense un peu plus à ma mère qu'à mon père, mais je pense aussi beaucoup à mon père. Souvent, vous voyez, une odeur, une réflexion, quelque chose, une image, voilà, et ça revient. À quel moment de la journée les morts sont là ? Tout le temps. Ils sont souvent là le soir aussi. Parce que, vous savez, il y a toujours l'idée de... moi, j'aime beaucoup... Je vis avec quelques devises. Hein. Il y a la devise de Sénèque que j'adore. C'est la vie, ça ne consiste pas à laisser passer l'orage. La vie, c'est apprendre à danser sous la pluie. Bon, c'est une phrase très belle, mais il y en a une encore plus belle, de Marc Aurèle. Hein, l'empereur philosophe. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ça, vous le pratiquez. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Bah oui, surtout quand on a reçu des coups du sort avec des maladies, enfin toutes ces merdes qu'on peut avoir. Le cancer, pour vous, ça a été une rupture de ce point de vue-là ? Non, parce que j'avais déjà cette philosophie. Ma devise à l'époque était déjà... il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais si je suis honnête, je ne la pratiquais pas. Enfin, je ne la pratiquais pas tous les jours. À partir du moment où j'ai eu ça, c'est-à-dire l'épée de Damoclès qui peut retomber toujours à tout moment, c'est vrai que j'ai commencé à vivre différemment. Et je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Ça veut dire tu fais tout bien avec tout le monde. Tu ne vas pas t'endormir et mourir peut-être fâché avec quelqu'un que tu aimes profondément. Voilà. Donc tu as tout dit. Tu as pas oublié de dire à un tel ou un tel aussi que tu l'aimais. Parce que c'est important aussi, c'est des choses qu'on ne dit pas, ça, jusqu'à un certain âge. Hein. Vous parliez de votre père qui frappait votre mère. Ça a été des scènes qui vous ont marqué à vie. Il vous cognait, vous aussi. Hein. Vous avez mais il me cognait, moi. Disons, d'une certaine manière, c'était mérité. C'est comme ça que je le vivais, parce que je défendais ma mère et je faisais beaucoup de saloperies. J'étais très insolent, etc. avec lui. Donc peut-être l'insolence a commencé à partir de ce moment-là. Mais j'étais d'une insolence absolument incroyable. Puis comme ça vous est resté. Je partais. Je lui disais une saloperie, je partais en courant. Et je revenais après. C'était le soir. Il pensait plus, c'était autre chose. Puis je rentrais par la fenêtre de ma chambre. Les paradoxes de la brutalité, c'est très frappant chez vous. Vous avez écrit des livres là-dessus, avec les animaux. Hein. Vous aimez les animaux infiniment, et en même temps, vous avez bien tué les animaux. Vous étiez fort pour tuer les animaux à la ferme. C'est-à-dire, je me rends compte, moi, je suis une sensiblerie dingue. C'est-à-dire que s'il y a un accident de la route, avec des gens, j'ai l'impression de perdre mes moyens. Mais j'ai l'impression que je serais médecin, vous voyez, ou secouriste. D'ailleurs, j'ai souvent envie de me mettre là-dedans. J'aurais tout de suite les bonnes réponses. Et je voyais, par exemple, sur les animaux, quand on était à la ferme, par exemple, mes parents étaient bio-bobos déjà, hein, c'est-à-dire on était en autarcie. J'ai appris que les pommes, notamment, il faut surtout qu'il y ait la trace du verre pour la manger. Là, elle est bonne quand un verre l'a manger. C'est ce qu'on ne sait pas, évidemment, avec nos hypermarchés, toute la merde qu'on vend, qu'on nous fait acheter. Il faut surtout un petit verre, ça veut dire qu'elle n'a pas été traitée. Donc elle est bonne. Et quand il fallait tuer la bête, moi j'étais bon. C'est-à-dire j'avais le geste précis. Ouais, je faisais, et j'avais pas d'émotion. Ça me frappait toujours parce que pourtant je suis hypersensible. Mais je faisais ça. Après, bien entendu, je pouvais pas la manger. Mais ça, c'est vous tout entier. Hein. Vous pouvez être très sensible, mais vous pouvez tuer net aussi. Hein. Oui, c'est ça. Je reconnais, bien sûr, mais j'ai une sensiblerie quand même pas normale. C'est-à-dire, il y a des tas de films, j'ai pas pu voir jusqu'au bout. Le silence des agneaux, j'ai essayé, j'arrive pas. Vous êtes devenu... Réservoir Dogs, vous savez, la scène de torture avec le genou. Mais j'ai essayé, je sais pas, 4-5 fois. À chaque fois, je me lève. Vous êtes devenu végétarien. Même militant, hein, il y a quelque chose chez vous. Quand j'ai commencé par le cochon, 14 ans, il fallait voir comment ils tuaient les cochons dans le quartier, c'était horrible. Donc, plus de cochons. Et après, la chèvre aussi, mes parents
ont tué un petit chevreau que j'avais, parce que j'avais une petite chèvre quand j'étais gosse, on vivait à la campagne. Et là, après le chevreau, plus de chèvre, après plus de chèvre, plus de mouton, plus de cochons. Et de fil en aiguille, comme ça, très vite le bovin aussi, parce que je me suis rendu compte, les veaux... Et aujourd'hui, vous le pratiquez les réellement. veaux, j'adore les veaux. Aujourd'hui, vous faites vraiment attention. Ah oui. Là, je ne sais pas que je fais attention, j'aime pas. Ah non, mais attendez, c'est pas... Et vous me dites, tiens, cette salade, elle est bonne. Et cette sauce, c'est quoi, monsieur? Ah, c'est une sauce au veau. Bah, je recrache tout de suite dans les meilleurs restaurants. Je l'ai fait. Franz, l'actualité, mais quand je même... ne suis pas intégriste. C'est-à-dire, je pense qu'on a besoin des agriculteurs, on a besoin des paysans, et on a besoin d'entretenir ces beaux paysages. Alors, si certains veulent manger de la viande, qu'ils la mangent, mais que la bête soit bien élevée et bien tuée. Moi, c'est pour ça, je reste solidaire des paysans, vous voyez. L'actualité des prochains jours, des prochaines semaines, ces personnages, on avait fait des portraits, quand je parlais de comparaison avec Saint-Simon ou la Bruyère, il y a de ça, hein, il y a vraiment des crayons, ce qu'on appelait au XVIIe siècle des crayons. Mais laissez-moi finir, Franz. Je vous fais des compliments, prenez des compliments. Non, je mais prends des compliments aussi. Mais non, c'est là, ce qu'on appelle des crayons. Par exemple, Sarkozy, vous l'avez vraiment décrit de manière terrible. Sarkozy is no good, qui vous insulte, qui est surexcité, qui est agité, etc. Voilà, ces gestes, ça reste le fond de son caractère. Ouais. Je pense qu'il aurait dû apprendre, il aurait pu apprendre, il avait plus de 4 ans pour le faire, et oui, il était trop attiré par le pouvoir, il voulait sa revanche, et c'est quelque chose qu'il ne veut pas écouter. Cela étant, on peut comprendre aussi, la vie politique, c'est très dur. On meurt. On est crucifié en public. Et puis parfois, il y a des résurrections, il n'y a pas de résurrection. Donc, d'une certaine manière, je les plains, parce que c'est une sorte d'addiction aussi. Vous dites qu'il y a une part de folie chez eux. pouvoir. Ce sont des fous. Ils sont pas trop fous, sinon ils ne vont pas au pouvoir, mais il faut être un peu fou. C'est la célèbre phrase de Pompidou qui est très juste. Ouais. Soit ils sont un peu fous, enfin, il faut être plus qu'un peu fou. Mais à partir du moment où on est fou, très très fou, de toute façon, on a toutes les chances. D'ailleurs, même quand vous êtes très très fou, vous y arrivez. Hein, on a des exemples récents ou dans l'histoire. Ouais. Alain Juppé, sans doute moins fou que les autres, mais alors là, on a l'impression qu'il y a une autre catégorie chez vous, c'est tous ceux qui n'ont rien fait. Vous mettez Chirac là-dedans. Oui, bien sûr. Tous ceux qui se sont mis au pouvoir et qui n'ont surtout rien fait, qui ne croient pas au changement. Chirac, il a essayé. Ouais. Il en a pris plein la gueule. Il a essayé en 95, donc il est rentré à la niche. Et après, je dirais, tous ceux qui ont suivi, y compris Chirac lui-même dans son deuxième mandat, ils ont fait bien attention, surtout, de ne pas sortir de leur terrier. Et le gros problème de la France aujourd'hui, vous voyez très bien, c'est qu'il y a toute une série de pays qui sont en train de nous passer devant, et on est un peu reculant. Il y a un sentiment de déclassement, d'où le souverainisme, d'où la montée du Front National, etc. D'où Marine Le Pen, donc, elle pourrait être présidente un jour. Ouais. Ah oui. Ouais. Là, elle a bien réussi disons la première phase de dédiabolisation, ouais. Vous savez, la phase aussi dans le sas de désinfection, comme on dit. Et là, maintenant, ça y est, elle est entrée dans une phase plus conquérante. Dans vos carnets 2012, vous buvez un verre avec elle, après une émission 1, et puis elle vous dit, un jour, on pourra faire affaire avec la droite bourgeoise. Oui, bien sûr. Ça, c'est l'agenda caché. Ah oui, mais il est à peine caché, parce que de toute façon, vous avez des gens à droite qui ne le diront jamais avec un micro, qui font attention que vous n'avez pas de votre portable en marche quand ils le disent. Mais vous voyez, dans le cadre d'un déjeuner, qui vont dire « Bon, le Front National, il faudrait peut-être réfléchir à autre chose ». Mais on n'y est pas encore. Il y a toujours ce tabou. Et ce tabou, c'est plus du tout la même chose, parce qu'il n'y a plus le père, personnage pétaradant, si je peux me permettre, infréquentable, aussi, pétant un peu, comme ça, qui amusait, qui aimait beaucoup amuser la galerie, avec ses farces et attrapes. On n'est plus là-dedans, là. On est dans quelqu'un qui veut le pouvoir. Et donc, qui prend des précautions et qui, contrairement à d'autres, d'ailleurs, c'est ça qui est frappant chez elle, on a le sentiment qu'elle a le temps. Elle a un côté comme ça, un peu, vous savez, à la Mitterrand ou à la Pompidou aussi, des gens qui se donnent toujours un peu le temps pour avancer. Chirac, vous avez écrit des pages très affectueuses sur lui et d'autres terribles. Des scènes, par exemple, vous dites, voilà, alors, une espèce d'humanité extraordinaire. Pour les petites gens, pouvant toucher les gens, leur écrire des petits mots, etc. Ça, c'était une part. Tout ça, mais c'est pas une part, c'est lui d'abord. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas le sens des classes sociales, et quand vous êtes en face de lui, que vous soyez, je sais pas, vous, la Rochebain, Gisbert ou femme de ménage, c'est le même regard, avec peut-être un peu plus d'attention pour la femme de ménage. C'est-à-dire, il y a une espèce de rapport comme ça gratuit. Et ça, les Français l'ont vite compris. C'est ça qui a fait sa popularité. C'est extrêmement rare. Moi, personnellement, en politique, j'ai vu très peu de gens après. Hollande avait quelque chose de ça ?
Hollande, non, il est plus dans le classique. C'est-à-dire, c'est quelque chose chez Chirac. Je crois qu'on n'a jamais, moi j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, c'est une histoire que j'ai racontée 5000 fois. Qu'on me pardonne si vous l'avez déjà entendue. Hein, non, c'est pas l'huissier. Elle est sensationnelle. C'est un journal de 8h du matin à France Inter où il est arrivé en retard parce qu'une femme de ménage malienne l'a arrêté, qui comprenait rien de ce qu'elle disait. De toute façon, elle devait même pas voter en France. C'était pour changer de papier. C'était une pauvre sans papier. Je ne sais pas si elle était sans papier d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, bref, c'était des problèmes techniques, etc. Non, mais attendez, ça a pris, je sais pas, 5-10 minutes. Ses conseillers le tiraient par la manche, et il est arrivé en retard au journal. Oui, c'est parce que c'est plus important. Mais à côté de ça, une ambition terrible. Il y a ces scènes, vous racontez par exemple, aussi. Cynisme, il ne va pas aux obsèques de ses 3 principaux amis, parce que voilà, c'est passé, la vie l'appelle. Et puis peut-être aussi, ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec le temps, ça devient dur. C'est-à-dire c'est assez insurmontable. Et puis, quand ce sont des amis proches, souvent, c'est con de se montrer en train de chialer tout le temps quand on est président de la République. Parce que, mine de rien, il est parfois émotif, Chirac. Souvenez-vous de ses larmes à la mort de Pompidou, pendant les funérailles, il n'arrête pas. Donc, je peux comprendre. Le problème de Chirac, c'est son cynisme, surtout quand il tue, quoi. Il tue des gens, souvent, qui lui ont chié dans la botte, pour parler vulgairement. Il était le plus grand tueur parmi tous les fauves que vous avez vus. C'est-à-dire beaucoup de gens essaient de le tuer aussi. Il faut voir Balladur. Dans le genre, on peut pas faire pire. Enfin, c'est le traître de comédie. C'est Iago. Enfin, je sais pas, c'est inimaginable. Le type qui promet, oui, il y a pas de problème. Dès qu'il arrive au siège dans lequel Chirac l'a mis, c'est-à-dire le siège de Premier ministre, il décide de tuer son soi-disant ami de 30 ans, Chirac. Donc évidemment, après, il l'a tué, il l'a mangé. Et puis c'est vrai qu'il est resté, disons, un petit peu amer sur Balladur. François-Olivier Gisbert, les citations, vous les maniez beaucoup. On dit que vous en avez inventé beaucoup, c'est vrai. C'était un jeu à vous. Je reconnais volontiers. Personne n'a remarqué ça. Non, mais j'ai fait ça parce que j'ai appris ça dès l'école. C'est-à-dire, je me souviens d'un devoir, j'avais une très très bonne note en fac, et c'était bourré de fausses citations, d'André Malraux, de trucs. Et vous savez, quand vous avez une belle phrase, vous dites comme disait machin truc. Vous dites, oh, quelle culture. C'était évident. Et j'ai continué après dans les éditoriaux, uniquement sur les faux proverbes. Je fais attention après sur les citations. Mais j'ai continué après sur les faux proverbes. Et puis depuis quelques années, j'ai arrêté. Je me suis calmé. Quelques vraies citations. Il y a celle très belle que vous disiez à Marc Aurèle, vive chaque jour comme si c'était le dernier. Celle-ci, il faut beaucoup de hardiesse pour oser être soi. C'est très beau ça. Mais attendez, il y en a encore mieux. C'est de qui d'après vous? Delacroix. Delacroix, c'est magnifique. Ça, c'est vous qui avez lu Delacroix et vous avez raison parce que c'est un grand peintre et puis en même temps un grand artiste, un grand littéraire. Celle-là, je crois que vous la connaissez. Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. C'est qui ça? C'est de chez vous. C'est Audiard. C'est vous qui le citiez. J'adore. Un peu de folie, c'est bien. Ouais, il faut toujours un peu de folie, mais il y a autre chose aussi, il faut prendre la vie pendant qu'elle est là. Il ne faut pas oublier. Donc vivre chaque jour comme si c'était le dernier, parce que ça peut être le dernier. Donc il faut toujours tout prendre dans la vie. Et j'ai une autre très belle devise de Sainte Thérèse de Lisieux, que je cite souvent, qui est merveilleuse, parce qu'elle est spinozienne. On dirait que c'est Spinoza qui l'a dit. Je choisis tout. Parce que tout est Dieu, comme dirait Spinoza, c'est-à-dire Deus. Non, mais c'est ça, et c'est tout truc. Prendre, Tout. Tout. Vous êtes Dieu vous-même, d'ailleurs. Merci. Oui, je choisis tout. C'est très, très beau. Vous avez tout choisi. Deus sive natura. C'est Dieu, c'est-à-dire la nature. C'est la définition de Dieu par Spinoza. Merci. Qui n'est pas très catholique, mais bon. Merci, François-Olivier Gisbert. Merci à vous. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.